Alors, dans cette nouvelle vidéo, nous allons continuer à discuter les phénomènes d'interférence à deux ondes, mais en considérant cette fois-ci deux ondes qui sont sphériques. Alors, je vous rappelle la situation qu'on a étudiée dans les deux dernières vidéos, c'est le cas où les deux ondes planes étaient monochromatiques. Ce qu'on avait pu constater, c'est que les interférences étaient marquées si la pulsation était identique dans les deux ondes et si les deux ondes avaient la même direction de fluctuation, donc la même orientation du champ. Maintenant, on va s'intéresser à des ondes sphériques, toujours monochromatiques. Ici, deux ondes qui ont la même pulsation et qui sont issues de deux sources, S1 et S2. Donc, on avait vu dans le chapitre d'introduction comment écrire ces deux ondes sphériques. Ce qui va nous intéresser ici, c'est la figure d'interférence. Alors, le résultat qu'on a obtenu pour les deux ondes planes, eh bien, on peut le reprendre à l'identique. Le calcul d'intensité, vous pouvez le refaire et vous aboutirez au même résultat, c'est-à-dire que l'intensité totale, c'est la somme des intensités des deux ondes prises séparément, plus un terme croisé qui est 2 racine de I1 I2 cosinus phi. Alors, phi, c'est le déphasage entre l'onde 1 et l'onde 2, et c'est en fait ce qu'on va devoir calculer, c'est ça qui va changer par rapport à la situation précédente. Alors, quand on regarde les phases qui rentrent en jeu, phi, ce sera la phase de l'onde 2, donc KR2 plus grand phi moins KR1. Alors, ici, on va prendre juste comme petite approximation pour nous simplifier notre calcul, mais ce n'est pas une grosse approximation. On va prendre en compte le fait que les deux sources peuvent émettre en face. Dans ce cas-là, notre grand phi, il va être nul. Et notre déphasage, qui est inclus dans le cosinus, il se limitera juste au module du nombre d'ondes, petit k, fois la différence entre la distance à la source 1 et la distance à la source 2. Donc, ce qu'on voit, c'est que le lieu où on aura un déphasage constant, ça va représenter les points qui seront situés à une différence de distance constante entre S1 et S2. Et ça, géométriquement, ça porte un nom, c'est un hyperboloïde de révolution qui a deux foyers. Le premier foyer S1 et le deuxième foyer S2. Alors, je sais que vous n'êtes pas forcément très habitué à toutes ces figures que sont les hyperboloïdes de révolution. On verra un autre type de figure qui est l'ellipsoïde de révolution, ça ce sera dans le chapitre 7. Ça fait partie de la grande famille des coniques. Donc voilà à quoi peut ressembler ce type de figure représentée dans l'espace. Ici, on a bien nos deux sources, la source S1, la source S2, et les lignes que j'ai tracées représentent les coupes, les différents lieux où on a un déphasage qui est constant. Ici, déphasage constant et maximum. Là, c'est la même figure. Ce que j'ai juste changé, c'est que j'ai fait tourner S1 et S2. Et là, on va pouvoir commencer à avoir quelque chose, c'est que suivant que je me place dans une direction qui est parallèle à la droite formée par S1 et S2, ou bien si je me place dans une direction qui est orthogonale, eh bien j'aurai pas forcément le même motif. On regarde en effet ici les coupes qui sont faites suivant ces deux directions, eh bien on voit que j'ai pas la même chose. Donc j'aurai des figures d'interférence qui seront différentes. Donc si on veut un petit peu comprendre quand même la structure de ces hyperboloïdes de révolution, ici, ce qui a été dessiné, c'est les fronts d'onde issus de ces deux sources ponctuelles qui sont en phase. Et les points d'intersection vont nous permettre de dessiner ces hyperboloïdes de révolution. Donc ça va nous donner un petit peu ces orientations et on voit, suivant la direction où on se place, on n'a pas du tout le même type de comportement. Donc là, un autre moyen en regardant un petit peu les fronts d'onde se propager. Et encore une fois, quand on a deux fronts d'onde qui se croisent, ça veut dire qu'on a la même phase
et donc on s'attend à avoir un maximum d'intensité. Alors, on a deux figures très différentes, suivant encore une fois qu'on regarde dans la direction qui est perpendiculaire à l'axe formé par les deux sources, ou bien dans l'axe formé par les deux sources. Dans un cas, eh bien, ce sera plutôt des anneaux, dans l'autre, ce sera plutôt des franges parallèles. Alors, on fait déjà le cas où on s'attend à avoir des franges. On a deux sources séparées d'une distance A. On regarde à une distance Z0 qui est significative. Et eh bien, on essaye de voir la figure dans un plan repéré par les coordonnées X et Y. Et ce qu'on a déjà calculé, ça c'était une vidéo qu'on a fait dans le premier chapitre, c'est la valeur de la différence de marche qu'on obtient en fonction de la position d'espace. Donc on a déjà fait ce calcul, on sait que cette différence de marche c'est proportionnel à A, c'est proportionnel à X et c'est inversement proportionnel à Z0. Y n'intervient pas, ce qui nous permet de prévoir qu'on aura des franges horizontales. Ici, il y avait une hypothèse derrière ce calcul, c'est qu'on se situait à grande distance des deux sources et pas forcément très très éloigné de l'axe. Tout ça, eh bien, ça va nous entraîner des franges qui sont horizontales. Le déphasage, il suffit de multiplier la différence de marche par 2π sur lambda. Et en écrivant que le déphasage qui est un multiple entier de 2π correspond à un maxima, eh bien, on en déduit la position de nos maxima. Ils seront régulièrement espacés d'une quantité qui est lambda z0 sur A. Et l'interfrange qui est l'écart entre deux extréma, deux maxima, pardon, eh bien, ce sera lambda z0 sur A. Donc là, on peut déjà observer un point qu'on reverra lors de la diffraction. On reverra cette propriété à travers une autre méthode de calcul, c'est que plus les points seront rapprochés, donc plus A sera faible, plus l'interfrange sera élevée. Alors maintenant, on va faire ensemble le calcul, parce qu'on ne l'a pas encore fait, pour une observation dans le plan qui est perpendiculaire à S1, S2, c'est-à-dire que là, on observe la figure suivant la droite formée par S1, S2. Alors, là, on a toujours un écart petit a entre les deux sources. On va se placer à une distance qu'on va noter petit d. Et comme on sait que la figure c'est un cercle, eh bien on va la caractériser par son rayon qu'on va noter ρ. Alors, du coup, ça va nous noter deux distances par rapport aux sources. On va avoir R1 par rapport à la source 1 et la distance R2 par rapport à la source S2. Si on veut calculer R1, on fait juste la trigonométrie toute simple. La distance verticale qu'on a, c'est d moins a sur 2. Donc on la met au carré. Et puis ρ carré qu'on ajoute et on prend la racine carrée de tout ça. Ici, c'est juste qu'on a un triangle rectangle et on applique ici rien d'autre que Pythagore. Je ne sais pas si vous vous rappelez le calcul qu'on avait pu faire quand on regardait sur un écran qui était parallèle à l'axe S1, S2. On avait extrait de cette racine carrée la quantité la plus importante, donc d moins a sur 2, qui sera bien plus forte que les autres quantités, notamment que ρ. Et ça nous a permis ensuite de faire un développement limité pour faire disparaître le terme en racine carrée. Donc on avait racine carrée de 1 plus epsilon, avec epsilon ici qui vaut ρ divisé par d moins a sur 2 au carré. Quand je fais mon développement limité, eh bien, ça me fait disparaître ma racine carrée et apparaître un facteur 1/2. Donc, on obtient l'expression de R1 et de la même manière, on obtient une expression approximée de R2. Donc, à partir de là, eh bien, on va calculer notre différence de phase juste en faisant la différence entre R2 et R1 et en la multipliant par 2π sur lambda. Donc, quand on écrit cette différence, alors on peut tout de suite remarquer qu'il y a certains termes qui vont disparaître.
c'est la distance grand D, elle disparaît. Ensuite, ce qu'on peut faire, c'est qu'on voit aussi qu'on a A sur 2 plus A sur 2, donc A. Et là, on va tout mettre au même dénominateur sur les termes qui nous restent. Et on va prendre en compte le fait que D carré est beaucoup plus grand que A carré. Et du coup que A carré sur 4. Donc du coup, dans le dénominateur de la fraction qui nous reste, eh bien, on va négliger le terme moins A carré sur 4, qui est juste une petite correction. Et ce qui va nous rester, là on a notre expression de la phase, c'est que la phase, c'est égal à K fois l'espace entre les deux sources, 1 moins ρ carré, divisé par 2D au carré. Donc ça y est, on a exprimé la phase en prenant en compte la géométrie de notre problème. Donc le lieu des points qui ont la même phase, ce sera un cercle dont on peut prédire le rayon ρ. Il suffit d'inverser la relation précédente et on a que ρ c'est égal à la distance grand D multiplié par la racine carrée de 2 facteurs de 1 moins phi sur Ka. Et à partir de là, eh bien, on sait positionner nos anneaux brillants. On connaît les rayons qui vont conduire à des anneaux brillants. Voilà, l'expression c'est le rayon de l'anneau brillant, c'est D multiplié par la racine carrée de 1 moins P fois lambda sur A, P étant un entier. Et donc là, il y a quelque chose qu'on peut voir qui est différent du cas précédent. Dans le cas précédent, toutes les franges étaient espacées de la même quantité. Dans ce cas-là, les anneaux sont plus équidistants, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas séparés de la même quantité. Vous voyez, le P, il intervient à l'intérieur d'une racine. Donc les anneaux, ils vont avoir tendance à être de plus en plus rapprochés. Donc ça, c'est quelque chose qu'on observera bien expérimentalement, que ce soit dans un Michelson ou bien dans d'autres types de dispositifs.